présentée Cette comme... conférence va maintenant être enregistrée. Ah, ok. Donc, j'ai été présentée comme étant active à l'Université de Louvain. En fait, c'est pas ma seule fonction. Je suis aussi représentante de la Belgique dans les processus de politique forestière internationale et du coup, ça donne aussi une vision intéressante euh, pour permettre aussi de comparer avec les travaux de recherche que nous menons. Donc voilà la structure de l'exposé. On fera d'abord une brève introduction, puis on traitera du cœur du sujet, qui est la question de la représentation sociale de la forêt, puis quelques éléments de discussion et de conclusion. Alors, donc, l'objectif, c'est vraiment tenter de comprendre les ressentis de la société au sens large vis-à-vis de les forêts. Donc, c'est la société au sens large, c'est pas la société civile ni les groupes de pression qui seront plus abordés dans l'exposé de Philippe Defic juste après. Alors, quel concept mobiliser? Très souvent, sur ces questions-là, on entend le concept d'acceptabilité sociale. Pour nous, en fait, c'est un concept qui est un peu trop unilatéral, un peu comme un chausse-pied qu'on essayerait de mettre en place et que la société devrait insérer son pied dedans. Donc, nous, on préfère vraiment quelque chose de plus large, qui est la question de la représentation sociale, qui est un concept de psychologie sociale qui a été développé dans les années 60, qui a plusieurs définitions, mais en gros, c'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée par un groupe social à propos d'un objet donné, en l'occurrence ici la forêt, et pas vraiment la gestion forestière, c'est plutôt la forêt. Alors voilà, ça c'est un schéma qui permet de représenter la représentation sociale. Donc la source, c'est évidemment les caractéristiques de l'objet, c'est l'expérience et les pratiques antérieures des membres du groupe. C'est le système d'attitudes, de normes culturelles et sociales. Alors, c'est transmis par quoi? Par la tradition, par l'éducation et par la communication. Et là, évidemment, on abordera cette question plus spécifiquement compte tenu du bain médiatique dans lequel on est tous immergés dans le monde d'aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert, ces représentations sociales pour un groupe? C'est de comprendre, expliquer la réalité, c'est guider les comportements, c'est définir aussi une identité propre et justifier des prises de position et des comportements. Alors en fait, c'est un sujet super vaste. On n'a pas beaucoup de temps. Les choses sont peut-être en train de changer suite à la question du Covid. On n'a pas encore suffisamment de recul. C'est un sujet en fait qui ne fait pas vraiment de l'objet de suivi ni de monitoring continu. On n'a pas d'informations foisonnantes sur le sujet. Donc l'exposé il sera que général et indicatif des grandes tendances et on se référera qu'à des tendances assez dominantes. Et on aura mobilisé des projets antérieurs. Et puis le projet sur lequel on travaille pour le moment, c'est l'objet du slide suivant, qui mobilise toute une série de disciplines des sciences humaines et sociales. Et plus spécifiquement, le projet sur lequel on travaille maintenant à l'UC Louvain, c'est l'appel de la forêt, avec Pierre Pastré et Julie Matane, qui sont des chercheurs en communication dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, mais pas dans le sens de la communication stratégique. Et nous, ce qui nous intéresse de comprendre, c'est quelle est la stabilité des représentations sociales. Est-ce que les choses sont fermement ancrées? Est-ce qu'il y a des possibilités éventuellement de les faire bouger? Donc ça, c'est le sujet de notre recherche. Donc le focus vraiment particulier, c'est les questions de symbolique, les questions d'éthique et les questions d'émotion. Alors pour ça, on mobilise essentiellement deux approches. Une approche plus classique, quantitative, qualitative, focus group. On est vraiment là pour le moment dans la phase du qualitatif. Et en parallèle, on a monté aussi un observatoire médiatique. On abordera cette question-là aussi pour essayer de voir comment la forêt est représentée dans les médias et du coup, par la suite, pouvoir éventuellement proposer des façons de faire un peu différentes. Euh, c'est un projet financé par la région bruxelloise, la région wallonne, le Grand-Duché de Luxembourg et qui prend fin en 2024. Donc, je ne peux pas encore vraiment vous présenter les résultats. Je serai obligée de rester très générale. Alors ça, ce sont les résultats de travaux qu'on a menés dans le cadre du groupe d'histoire des forêts françaises il y a quelques années. Et donc, c'était l'idée d'étudier la représentation de l'arbre et de la forêt dans toute une série de milieux différents qui ne sont pas forestiers. Et du coup, on est arrivé à ces éléments synthétiques. Il y a une différence entre la représentation de l'arbre et de la forêt. Celui de l'arbre, c'est vraiment le support de symboliques et de connotations très variables qui vont dépendre des groupes sociaux qui les invoquent, avec des multiples significations très riches. Alors parfois, en parlant de l'arbre, on a derrière l'idée de parler de la forêt. La représentation de la forêt elle est plus stable, plutôt convergente, et ce qui est
Une tendance longue, on va dire, c'est que c'est un endroit à part, loin des humains, chargé de mystère. Et c'est rarement le substitut de l'arbre comme c'était le cas pour l'arbre, comme je viens de le dire juste avant. Alors, la représentation de l'arbre, ce sera le seul slide sur l'arbre. Donc, il n'a que des vertus, l'arbre. Il y a un consensus sur son image positive. Il est intouchable. Attenter à l'arbre, c'est attenter à des valeurs plus grandes que lui. Et puis là, une longue liste de son capital symbolique, emblème de vie, de sacré, d'immortalité, de patrimoine. Je ne vais pas tous les citer, de qualité de vie, de passé, d'enracinement, etc., d'hérédité. Et c'est un outil de communication stratégique pour toute une série d'idées différentes, un peu comme un comédien. Et donc, ça va être un vecteur stratégique de représentation qui va souvent être instrumentalisé pour faire valoir d'autres réalités que la sienne. La forêt, en fait, on a un ancrage avec un fond commun à toutes les époques, une espèce de mythologie inconsciente, avec la forêt qui est un espace chargé de puissance divine, un lieu de mystère et de révélation. On s'y perd, on y trouve sa voie, on s'y retrouve. Ou alors, pour y accéder, il faut être fort, donc le chasseur, le prêtre, le roi ou le brigand. C'est aussi parfois un espace inhospitalier menaçant que l'on ne fait que traverser et un espace initiatique. Et pendant très longtemps, en fait, cet ancrage, il a été associé à une société rurale traditionnelle, assez fermée sur elle-même, homogène socialement et culturellement. Et du coup, avec la forêt, qui est un décor lointain, un milieu à part, autocentré, qui fonctionne en autonomie avec la forêt, avec la société, et au sein duquel la forêt est une île, c'est-à-dire un monde à part isolé du reste du paysage forestier. C'est ce que disait Georges Plaisance à la fin des années 70. Et du coup, pour toute une série d'autres raisons dont on pourra éventuellement parler, on s'est retrouvé avec un forestier, donc le professionnel de la forêt, qui agit un peu et qui se comporte comme s'il était le propriétaire symbolique de la forêt et qu'il en gérait le destin. Ça a été vrai pendant très longtemps, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de passer en revue quelques-unes des évolutions récentes, donc qui concernent vraiment le grand public. Et pour le grand public, en fait, la fonction principale de la forêt, elle est clairement écologique. Et là, je vais vous passer en revue, si vous pourrez aller regarder vous-même en détail, c'est très intéressant. Ce sont donc des enquêtes qui ont été faites au niveau de l'Union européenne. Et donc, ça concerne ici 28 000, plus de 28 000 personnes dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et c'est dans le cadre ici de la PAC, il y a plusieurs eurobaromètres que la Commission met en œuvre pour tenter de voir si les actions qu'elle met en œuvre fonctionnent ou pas. Et donc ici, en 2015, il y a une question qui a été posée. Quels est pour vous les bénéfices les plus importants de la forêt? Et les questions, les réponses étaient déjà indiquées, donc il n'y avait pas de choix. Et c'est clairement les questions de climat et les questions de biodiversité qui arrivent avant toutes les autres. On verra, puisque c'est souvent autour du bois que la question du bois que les questions, on verra que par la suite que les problèmes se posent, il arrive bien loin derrière les autres. Ce qui est très intéressant de voir aussi, ici, c'est une synthèse assez sommaire des résultats qui a été faite à l'époque, qui montrait quel était le top 1 dans les pays. Et donc, on voyait bien, par exemple, que le bois, c'est le top 1 nulle part et que c'est essentiellement les questions de carbone. On voit que la Belgique et la France sont là. C'était aussi proche de la conférence de la COP de Paris. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer le top 1, ce qui est aussi vraiment très intéressant. Et je pense que ça, c'est un message que je vais faire passer, c'est que les questions qui se posent en France ou en Belgique, elles se posent absolument partout. Donc, ces questions de difficultés avec la société, elles se posent absolument dans tous les pays. Vous voyez ici, par exemple, en vert plus foncé, ce sont la Finlande et la Suède qui, au sein de l'Union européenne, sont parmi les pays les plus boisés. Eh bien, le bois, le matériau bois n'intervient pas dans les trois plus importants bénéfices dans ces pays-là. Alors ici, en fait, il y a un nouveau baromètre qui a été publié avec exactement la même question 5 ans plus tard. Et vous voyez en bleu, en vert et en rouge comment les choses ont évolué. La biodiversité, ça monte. J'ai mis pour l'Union européenne la France, l'Allemagne, la Belgique et la Finlande. Ça monte au niveau de l'Union européenne et dans les différents pays. Et le bois descend partout, l'énergie aussi, l'emploi aussi. La récréation monte. C'est vrai que ça n'avait pas été peut-être suffisamment en relation avec les pratiques. Donc ça, c'est pour la question donc de l'importance
écologique en fait de la forêt. Un deuxième élément, c'est en fait qu'il y a beaucoup aussi dans la société une ignorance, par exemple, sur à qui appartient la forêt, ou même le fait qu'il y a des gens qui y travaillent. Et évidemment, ça provoque pas mal de conflits avec, vous l'avez évoqué, la difficulté d'éventuellement pouvoir les résoudre. Je voulais juste vous présenter ceci, aussi pour vous dire qu'en fait, avec Philippe Defic, on est intervenu à Avignon il n'y a pas longtemps pour le CNPF avec l'ensemble des acteurs de terrain et on leur a demandé quel ressenti vous vient à l'esprit pour évoquer votre relation à la forêt. Et voilà les termes qui sont apparus le plus souvent, méconnaissance, incompréhension, ignorance, etc. On reviendra sur la question de l'ignorance. Alors la forêt, c'est la rareté d'un bien précieux, potentiellement menacé par les activités humaines, un territoire tabou, préservé des agressions de la vie moderne. C'est aussi un sujet devenu sensible, et je vois que vous l'avez évoqué en introduction, avec de nombreuses significations sentimentales et une forte relation émotionnelle. Je ne pouvais pas ne pas évidemment évoquer ce fameux livre qui est un fait social en tant que tel, le succès qu'il a eu. Et en fait, ça a été présenté d'une façon très intéressante, je trouve, dans le Courrier international en 2016, où on présentait du coup à la lumière de l'édition de ce bouquin les deux types de forestiers qui existent en fait en gros, et les deux forestiers, avec une évocation au fait que les arbres sont-ils les nouvelles baleines, de nobles créatures massacrées par les hommes. Et du coup, on voit l'auteur du bouquin à gauche. Les chiffres ne sont plus d'actualité, il a vendu des quantités de livres et encore plus que ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a aussi des cimetières en forêt. Donc à l'époque, l'article mentionnait qu'il avait déjà vendu 3400 urnes, 3000 euros pièce, et qu'avec ça, il finançait l'achat de forêts qu'il mettait en réserve intégrale, mais que c'était lui-même aussi un consommateur de bois de feu et qui se chauffait au bois de feu et qui consommait 10 fois plus que la moyenne nationale. Et puis en face, on a le forestier on va dire, l'image un peu caricaturale du forestier plus traditionnel, qui dit, oh, foutaise, si on plante des arbres, c'est pour les couper. Au plus l'urbanisation s'accélère, au plus la nature est sacralisée. Je trouvais c'est le résumé de cet article particulièrement intéressant. Du coup, on se trouve avec la problématique de l'abattage d'arbres, de la destruction des arbres, un acte qui est considéré comme tuer la forêt. Je vous ai mis 2, 3 exemples ici que j'ai trouvés sur Internet, mais il y en a de plus en plus. Et une étude qui a été faite chez nous, donc par un sociologue, mon collègue Daniel Botson, qui est représentative de la population de la Belgique francophone en 2005 et en 2018. Et parmi les questions posées, quelles sont les activités qu'il faudrait autoriser ou interdire? Et il y avait la question de l'abattage d'arbres. Donc 40% estimaient qu'il fallait, de la population interrogée estimaient qu'il fallait interdire l'abattage d'arbres. 2 tiers chez les jeunes, donc on l'a remonté au-delà de 60% chez les jeunes de 15, 25, 24 ans. Et là, on pense vraiment qu'il y a un créneau, quelque chose qui se passe de différent chez les jeunes, peut-être aussi chez les femmes, on aura l'occasion d'en reparler. Et ce chiffre est monté à 48% en 2018. Donc il y a clairement, j'étais à Fontainebleau il n'y a pas longtemps, il y a clairement avec cette question de la coupe d'arbres un problème de fond. Mais dans le même temps, le bois est un matériau noble et chaleureux. Donc, ça, c'est une étude un peu ancienne, mais qui reste valide. Elle avait été faite au niveau de l'Union européenne pour dire que le bois est un matériau noble et chaleureux. Mais mon collègue Botson disait, ben, c'est un peu comme un bon steak. Pour certains, en tout cas, le bois matériau et le steak sont devenus des choses en soi, mises à distance, voire coupées de leurs origines par le façonnage qu'ils ont subi. Il y a sans doute un peu de ça, mais peut-être pas que de ça non plus. Alors, dans le même temps, évidemment aussi, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on a une forêt tertiaire partout et qu'on n'utilise plus le bois, il se fait que le bois est aussi un allié dans la lutte climatique et il faut vraiment se poser la question de savoir si ça vaut la peine d'essayer de réconcilier le forestier et la société sur ces questions-là, en partie pour cette raison-là. Donc, on constate aussi une vision très pessimiste sur l'état des forêts et leur futur, mais pas toujours sur des bonnes raisons, parce que c'est vrai qu'on peut être pessimiste sur l'état des forêts en Europe, en particulier dans l'adaptation au changement climatique, mais c'est souvent associé à une compréhension peut-être partielle des pratiques qui sont menées. Alors, un élément vraiment aussi qui est très intéressant à mettre en évidence, pour illustrer ça, en 2021, donc, la Commission a ouvert une consultation publique autour d'une future initiative sur la lutte contre la déforestation. Cette consultation, elle a mobilisé 1 200 000 personnes. En fait, c'est le top 2 dans l'histoire des consultations publiques organisées par la Commission européenne, tous secteurs confondus. Donc,
l'importance politique de la forêt, mais de la déforestation, donc en l'occurrence la disparition de la forêt, elle est présente et elle monte de plus en plus. En tout cas, c'est ce que je constate dans les discussions à Bruxelles aussi. Alors pour beaucoup aussi dans la société, c'est difficile de concevoir que la préservation et l'exploitation sont compatibles. Et ce qu'on observe aussi, c'est une tendance lourde. Maintenant, je peux vraiment utiliser ce mot-là à la lumière de certains chiffres que j'ai entendus, je vais juste les évoquer aussi, vers l'idée de mettre sous cloche la forêt en disant que l'homme est globalement, l'humanité est globalement néfaste et qu'il faudrait la mettre sous cloche. Au Danemark, par exemple, je viens d'apprendre que le ministre des Forêts a décidé de mettre 50% des forêts publiques sous cloche, donc c'est-à-dire en réserve intégrale et on n'y touche plus. C'est un exemple parmi d'autres, mais la tendance, elle est quand même lourde. On le voit aussi dans certains dossiers qui sont proposés par la DG Environnement au niveau de la Commission. Une autre illustration, c'est ma collègue Julie Matane qui a fait sa thèse de doctorat vraiment sur le sujet et elle s'est intéressée à des cohortes d'étudiants à l'UC Louvain, des cohortes d'étudiants tous de master, certains qui sont formatés, on va dire, ingénieurs, bio-ingénieurs forêt, et d'autres qui viennent de tout à fait d'autres facultés. Et vous voyez en bleu le point de vue des forestiers et ceux des étudiants non forestiers qui, pour la grande majorité en tout cas, estiment que la forêt est détruite par l'humanité. Alors au niveau des discussions, on peut en discuter pendant des jours et des jours. J'ai essayé de mettre quelques éléments un peu plus macro sur la table. On a évoqué le monde rural assez fermé qui a prévalu jusqu'au milieu des années, on va dire jusque dans les années 70 par là. Aujourd'hui, on est dans un monde clairement urbain tertiaire, c'est-à-dire la population, l'humanité vit en ville dans tous les pays et la tendance s'accélère. Alors le Covid aura peut-être changé les choses, on le verra. Mais on est aussi dans un monde tertiaire, c'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans les services, dans un monde immatériel et plus ancré dans les territoires, en tout cas moins qu'avant. Du coup, ça a un impact clairement sur les modes de vie, sur les relations sociales, les pratiques et les utilisations de la forêt, avec une représentation qui est souvent virtuelle, immatérielle et distante des cycles de la nature. C'est une image de Kuala Lumpur que je trouvais magnifique pour illustrer ça. Alors, un point très important aussi, c'est la question de la valeur symbolique. J'aime bien évoquer toujours ce bouquin qui est de 92, mais c'était intéressant. C'est Robert Harrison, qui est un spécialiste de la littérature française et italienne, et il a étudié la symbolique de la forêt dans les sociétés occidentales en général. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que dans cette image-là, en fait, l'humanité, elle vient de la forêt, elle est sortie de la forêt. Et donc, les villages et les villes, ce sont des clairières dans la forêt. Donc, il y a eu les premières cabanes qui étaient des clairières dans la forêt. Et avec l'urbanisation croissante, en fait, c'est comme si les limites de cette clairière euh, commençaient à s'estomper dans l'imaginaire. Et donc, pour lui, dans les années 92, la déforestation, c'était moins la crainte de la perte d'un petit oiseau ou d'une fleur que d'une forme de peur viscérale de perdre l'accès à la mémoire collective de l'humanité parce qu'on a perdu justement euh, le lien, la connexion avec cette limite, avec cette forêt. Alors ce qu'on constate, c'est que ça, c'est toujours fortement enraciné, mais que depuis lors, il y a quand même une succession de crises et une perception que chaque groupe social peut avoir des crises, du coup avec une montée du symbolisme qui est renforcée par la perception de ces crises. Un élément qu'on est en train d'analyser, mais ça nous semble vraiment, en tout cas très parlant, c'est l'idée de ces arbres centenaires qui sont immobiles, qui sont là depuis des dizaines d'années. Euh, on ne va réagir que quand ils sont menacés. Il y en a qui nous ont dit ça, ils ont dit mais la forêt c'est un décor, on ne va réagir que quand c'est menacé. Mais il y a aussi ces arbres centenaires qui restent là plus longtemps que nous et qui sont comme le miroir inversé de nos vies frénétiques et incertaines. Et du coup, il y a une forme de... on va se raccrocher aussi à ce que représentent ces armes dans le monde que l'on traverse, en tout cas dans la perception qu'on peut en avoir. Ah ben ça c'est la même chose, oui c'est ça. Et du coup, ça va révéler et réveiller des modèles éthiques en fait qui coexistaient dans la société sur les relations entre l'humanité et la nature. La société, elle est encore ancrée dans un modèle anthropocentrique. C'est comme sur cette base-là
que l'humanité fonctionne, elle utilise la nature à son, elle en a besoin mais il y a des modèles qui prennent de plus en plus de place. Le modèle biocentrique, c'est-à-dire l'idée que chaque petit koala dans les incendies en Australie, la vie de chaque koala a autant d'importance que celle éventuellement d'un être humain. Ça, c'est le modèle biocentrique. Et le modèle écocentrique, où ce qui va plus compter, c'est que les écosystèmes en général fonctionnent correctement. Et donc, on se retrouve avec une série de modèles qui coexistent, qui cohabitent, et personne ne peut dire en fait qu'il y en a un qui a nécessairement plus de valeur que d'autres. Il faut s'habituer à avoir des modèles éthiques différents autour de la table. Ce qu'on observe aussi, donc, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est la question de la compréhension assez limitée des activités liées à la foresterie et à l'industrie forestière. On en parle beaucoup, je sais que ça fait l'objet de pas mal de débats, mais la déforestation, en fait, elle se passe sous les tropiques, tandis que la forêt en Europe, elle s'étend. Et ça, en fait, c'est un élément qui est très, très peu connu. Je sais qu'il y en a alors du coup qui invoquent en disant oui, mais qu'elle s'étende et qu'elle soit pas en bon état, c'est pas une nouvelle. On pourra en reparler. Ce qui est intéressant quand même, c'est quand on parle autour de nous, personne n'a, et d'ailleurs il y a des chiffres qui vont le montrer par la suite, la question de l'expansion des forêts en Europe est largement méconnue. Euh, la question du pessimisme aussi quant à l'avenir des sociétés associées à l'intervention humaine, ce sont deux exemples, mais d'une manière générale, les collègues de psychologie sociale utilisent le mot d'hypocognition, c'est-à-dire le manque de cadre cognitif suffisant pour saisir toutes les dimensions de la réalité complexe des problèmes environnementaux en général et forestiers en particulier. Alors ça, c'est aussi dans le cadre du même Eurobaromètre. La question comparée à il y a 10 ans, pensez-vous que la superficie couverte par les forêts a augmenté, est restée la même ou a diminué? À l'échelle de l'Union européenne, il y avait les mêmes questions pour chacun des pays et l'ensemble enfin la majorité en fait des intervenants considèrent, sauf en Finlande, que la forêt a diminué, alors que alors que je pense que je l'ai mis sur le slide suivant. Voilà, d'après Eurostat, la superficie des forêts de l'Union européenne a augmenté de façon constante de 10% depuis les années 90. Un autre exemple d'hypocognition qui est vraiment magnifique aussi, donc ça, ce sont des jeunes qui sont conscients en fait qu'il faut planter des arbres. Donc la sensibilisation à l'importance de l'arbre et la forêt, elle a clairement percolé. Et donc là, ils ont récolté de l'argent pour planter des forêts et en fait, tout s'est fait manger par les chevreuils. Alors il y en a un qui dit, mais on va parler de lapins, mais pas de chevreuils. Donc ils sont désespérés, il n'y a absolument plus aucun arbre malgré tout l'enthousiasme qu'ils avaient mis à ce projet qui, dans le fond, est important, mais qui n'était peut-être pas suffisamment accompagné. Alors, j'avais évoqué la question du bain médiatique. Pour nous, c'est vraiment un sujet essentiel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pourrais vous présenter les sources par la suite, mais ce sont en fait les médias en général qui sont la principale source d'information et de connaissances sur la forêt. Dans un monde urbain et tertiaire, on peut comprendre que ce soit le cas. C'est plus d'aller faire le bois avec papy le dimanche, comme ça pouvait être le cas avant. Et souvent aussi, c'est ce que mes collègues en communication évoquent, c'est la question que les médias en général vont être les principaux véhicules de la représentation sociale dominante et qui vont la renforcer. Et souvent avec des modèles persuasifs, c'est-à-dire des messages simples, décontextualisés qui vont jouer sur les émotions. Ça ici, je n'ai pas pu ne pas illustrer donc cet exemple de 29 juillet de l'année passée. Donc, c'est dans le journal Le Soir, qui est un des plus grands journaux francophones en Belgique. Donc, voilà la photo qui a été utilisée pour évoquer le jour du déplacement planétaire, mais j'en ai toute une série d'autres aussi. Et donc, au niveau de ce qu'on peut conclure, en fait, on apprend en avançant, donc ce sont toujours des conclusions partielles, mais ce qui nous semble vraiment essentiel, c'est de prendre acte de l'existence et de la force de conviction des représentations de la société. On entend souvent dans le monde forestier, oh, ils comprennent rien, ce sont des bisounours, etc. En fait, il y a toute une série de modèles éthiques qui coexistent et qui ont tous leur légitimité. Et ce qui nous semble essentiel, et on creuse vraiment cet aspect-là, c'est d'oser aborder la question des émotions. Ce qu'on pense aussi, c'est que même les émotions sont essentielles dans le choix d'être forestier, par exemple aussi, on est en train de creuser ça, donc il y aurait éventuellement un lien
ou en tout cas une possibilité de médiation par ce biais. Mais du coup, si on considère que dans le grand public aussi, la forêt, c'est beaucoup d'émotions, convaincre, en fait, ça ne sert à rien. Vouloir convaincre, ça va en fait la rationalité, elle va glisser dessus, elle ne va pas percoler. Donc il faut, en fait, le professeur Rimet avec lequel on travaille sur ça, qui est spécialiste des émotions sociales, qui dit ce qu'il faut arriver à faire, c'est indirectement enrichir les grilles de lecture de chacun, sans imposer un point de vue, mais en instillant le doute et en suggérant de façon un peu comme une force tranquille plutôt que dans une posture défensive des éléments qui vont permettre à chacun de dire tiens c'est vrai ah ben oui tiens là il y a une contradiction parce que c'est ce qu'il nous dit ce professeur Rimet que le cerveau humain en fait a des difficultés avec les paradoxes. Donc, s'il arrive à avoir des paradoxes, des situations paradoxales et la coupe de l'arbre et l'intérêt pour le bois en étant, si on arrive à le mettre sur la table de la façon la plus adéquate, eh bien, normalement, le paradoxe devrait petit à petit arriver à se résoudre. Alors, j'ai juste mis deux éléments aussi au niveau de la communication. Je pensais en particulier au secteur forestier, mais assez largement. C'est aussi réaliser en fait qu'on utilise très souvent un jargon complètement inaudible, même quand on parle de gestion forestière. Gestion forestière, c'est incompréhensible, même la fonctionnalité, donc ne fût-ce que dans les mots qu'on utilise. Et puis aussi se méfier de tout ce qui est les messages binaires, parce que là, Dieu sait si les questions forestières sont complexes, alors c'est pas tout de dire qu'elles sont complexes. C'est vrai qu'il faut essayer d'arriver à ce que la société réalise la complexité des choses et fasse petit à petit, les groupes sociaux fassent petit à petit leur chemin, mais donc aussi essayer de sortir d'une vision trop binaire des choses. Je pense que c'était mon dernier slide. Oui, voilà. Donc je vais arrêter le passage et je vais sortir aussi de ça et je vais essayer de revenir. Voilà. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Cette Je vais... conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, j'aurais besoin des droits pour partager mon écran. Voilà, peut-être simplement pour me présenter rapidement en attendant. Donc, je suis Philippe Defix, sociologue à l'INRA de Bordeaux. Et je vais vous parler des conflits forestiers parce qu'en fait, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai été contacté par le JPECOFOR et par des forestiers. Hop, partager. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez mon écran. C'est pas ça le but. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, Oui, vous voyez devant l'écran en entier. Ah, alors attendez. Oui. Je n'étais pas sur la première diapo. Oh, vous avez tout vu. Voilà. On n'a pas eu le temps de lire. Allez-y, Philippe, c'est bon. Bon, je vous laisserai mon diaporama également. Hein. Donc, simplement pour vous dire que le JPECOFOR s'était interrogé il y a environ 1 an et demi sur le fait qu'il y ait résurgence ou pas de conflits forestiers en forêt. Et nous a donc demandé, avec un collectif de chercheurs de l'INRA, à faire le point justement sur ces problématiques de coupe rase. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça vient de loin? Et pourquoi est-ce que socialement ça pose autant de problèmes? À supposer même qu'il y ait un problème. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, là, c'est de faire un petit point de vue, alors à l'échelle nationale, hein, je n'ai pas d'exemple et de cas précis sur le terrain, même si on pourra peut-être en parler un peu plus après dans les questions, sur la façon dont cette question des conflits ont en fait traversé de manière assez régulière l'histoire forestière. Donc je vais faire un tout petit historique dans un premier temps. Ensuite, je vais présenter plutôt l'état des conflits aujourd'hui à partir de certains indicateurs qui nous permettent de dire oui, il y en a plus ou il y en a moins qu'autrefois. Et puis une troisième partie, un peu plus sur les solutions et envisagées par différentes institutions pour tenter d'apaiser ces conflits. Cette première diapo vous montre déjà que de façon régulière, en fin de compte, en forêt, on a toujours eu des conflits, que c'est quasiment congénital aux relations forêt-société, et que je me demande si on n'est pas parti en fait sur des bases déjà
très conflictuelle au départ, ne serait-ce que par l'ordonnance de 1869 et le code forestier de 1827, qui donne le monopole du pouvoir, de la compétence et de la décision aux forestiers et aux forestiers tout seuls. Donc forcément, en positionnant la relation forêt-société sous l'ordre du code, de la loi et de ce qui est interdit, on prenait peut-être pas tout à fait au départ, historiquement, un bon point de départ. Et ça s'est traduit notamment par 4 séries de conflits forestiers, et notamment autour des coupes rases, et de l'utilisation et de la possibilité de couper des bois. Alors ça a commencé par la guerre des Demoiselles en Ariège, hein, et puis également dans les Alpes, autour de la mise en place de la RTM notamment, avec beaucoup de questions sur qu'est-ce qui était autorisé ou pas pour les populations rurales de faire dans les forêts, et notamment les forêts sous régime forestier. On a eu une deuxième série de conflits dans les années 1850-1860 autour des réserves artistiques et alors de la demande de peintres de Barbizon, notamment le mouvement des peintres de Barbizon, qui a été très très bien étudié par Calahorra notamment, qui a montré que à l'époque il y a ce petit groupe d'artistes qui s'est interrogé sur les pratiques des forestiers en forêt de Fontainebleau et qui a souhaité que soit préservé un certain nombre de boisements parce qu'ils avaient une esthétique particulière. Et ça a créé notamment, ça a permis la création de premières réserves artistiques, alors 600 hectares au départ, puis 1000 hectares ensuite, sur les 25 000 que comptait la forêt de Fontainebleau. Donc on a dit, voilà les artistes, on vous crée ces réserves et normalement ça devrait suffire. Sauf que dans les années 1900-1913, il y a eu notamment une loi sur la protection des monuments historiques qui a notamment éveillé encore une fois alors un sentiment esthétique notamment assez aigu de la part toujours d'une élite en général culturelle, une élite bourgeoise également, et là incarnée autour notamment des acteurs du Touring Club de France à l'époque, qui a dit il serait sans doute souhaitable que des portions de forêt soient également préservées autour de ces monuments historiques, enfin pas que les monuments historiques, mais également l'enveloppe forestière qu'il pouvait y avoir autour, et qui dénonçait déjà à l'époque certains modes d'exploitation, et notamment les principes des premiers engins mécaniques qu'il y avait en forêt à l'époque. Et puis bien sûr, la quatrième phase de montée ou de conflits extrêmement importante, c'est le début des années 70 avec la montée des enjeux environnementaux. Et là aussi, des groupes, alors relativement restreints à l'époque, d'associations environnementales qui mettent en œuvre, qui mettent en doute en tout cas, ou qui interrogent les enracinements et les coupes rases dans un certain nombre de régions françaises. Donc on s'aperçoit que ces questions-là sont relativement, ces questions de conflit sont relativement récurrentes. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment... Alors, c'est déjà de se donner une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Or, nous, du côté des sociologues, on va le voir comme une incompatibilité d'idées, de croyances, de comportements, de rôles, de désirs ou de valeurs, donc ça peut être extrêmement large, parmi des individus ou des groupes évoluant au sein d'un même territoire. En général, les conflits sont relativement territorialisés. Et cette incompatibilité d'idées empêche l'un des groupes de réaliser ses objectifs. Et donc, on est souvent dans des réactions, dans des conflits opposant un groupe à d'autres groupes. Pour rejoindre un peu, et pour faire le lien avec la présentation de Christine auparavant, on peut le voir aussi comme une divergence de représentation, c'est-à-dire qu'on voit la forêt, mais finalement, on ne l'interprète pas de la même manière. Une deuxième façon de considérer les conflits, et ça c'est vraiment une approche de sociologie politique, c'est de le voir comme une forme particulière de problèmes publics qui sont construits socialement par ce qu'on va appeler des entrepreneurs de cause, c'est-à-dire des personnes ou des groupes constitués qui vont dire ici il y a un problème. Et nous on dénonce et on voudrait que ce problème soit résolu. Pour cela, ils vont viser l'inscription du problème à l'agenda public et sa résolution, ils vont demander à ce que ce soit pris en charge en général par les acteurs publics et en particulier par l'État.
Alors, s'il y a un mouvement comme ça de construction, de mise à l'agenda du problème, par exemple des coups bras à l'agenda politique, il faut savoir qu'en général, il y a aussi un contre-mouvement et des contre-cadrages par des groupes, ce qu'on va appeler nous des groupes d'intérêt, pour distinguer des entrepreneurs de cause, des groupes d'intérêt qui, eux, n'ont pas du tout intérêt justement à voir ces questions-là mises à l'agenda politique. Bon, pour essayer de décrire, la question qu'on peut se poser aussi, qui d'ailleurs inquiétait énormément les responsables du ministère de l'Agriculture, c'est de se dire le conflit, on va essayer de l'étouffer aussi rapidement que possible, de l'atténuer. Alors du point de vue des sociologues, on a deux points de vue différents. On a effectivement Durkheim qui dit un conflit, c'est une sorte de pathologie de l'ordre social. C'est que quelque part, on ne réussit plus à discuter ensemble, on ne réussit plus à voir les mêmes choses et à se mettre d'accord sur un certain nombre de faits ou de valeurs. Il faut donc essayer de le réguler aussi rapidement que possible, et c'est possible notamment en améliorant les dispositifs de discussion. Et puis il y a d'autres sociologues comme Simmel qui disent ben non, au contraire, le conflit ça peut être une excellente occasion pour faire évoluer les règles, pour dire clairement ce qui ne va pas et pour faire changer les routines instituées que certains remettent en cause. Ça peut aussi participer à la socialisation des individus et des groupes. Ça permet de voir pourquoi justement on a des divergences de représentation sur un sujet donné. Et puis, ça peut aussi renforcer l'identité sociale des groupes, c'est-à-dire, et c'est parfois d'ailleurs pour ça que les conflits aussi deviennent très forts, c'est que du coup, ça permet à l'occasion de dire, ben, nous, on est les forestiers, vous êtes les écolos, et on a des renforcements d'identité qui parfois sont un peu expliquent aussi pourquoi les conflits peuvent déraper. Chacun cherchant à s'affirmer en tant que groupe constitué. Alors, pour essayer de décrire un peu ce qui se passe et la façon dont ces conflits peuvent être, entre guillemets, alors je ne vais pas dire monter en épingle, mais peuvent être instaurés et entretenus dans le temps, on va en général passer par un certain nombre d'étapes. Et la première, si on prend les colonnes vertes, les cases vertes, c'est en général, on a un petit groupe, ça peut être des individus, un petit groupe local, qui va éprouver un sentiment de malaise vis-à-vis d'une pratique. Typiquement la coupe rase. Et qu'est-ce qui se passe ici Je ne comprends pas, ça ne me plaît pas, je suis troublé. Pour éviter de se dire que cela ne concerne finalement qu'une seule coupe rase dans un endroit extrêmement localisé, ces groupes et ces entrepreneurs de cause vont chercher à objectiver le fait que le problème se répète et a lieu dans plusieurs endroits à l'échelle d'un territoire. Donc pour ça, ils vont essayer d'objectiver le problème, de faire des comptages, de qualifier qu'est-ce que c'est qu'une coupe rase exactement. Est-ce que c'est une coupe de régénération, une coupe secondaire ou bien vraiment une coupe rase? Essayer de qualifier, d'objectiver, de recenser les cas. Lorsque tout cela est fait, la troisième étape consiste à mobiliser des alliés, c'est-à-dire qu'en général, si vous allez tout seul, vous avez peu de chances d'être entendu des politiques, alors que si vous allez, vous élargissez le panel des gens susceptibles d'être intéressés par ce problème, vous avez pas mal de chances d'avoir une écoute plus attentive des politiques. Vous allez également mobiliser le média. C'est pour ça que l'on voit beaucoup d'articles de journaux aujourd'hui traitant de la question des coupes rases, parce que ça fait partie des stratégies de mise à l'agenda politique. Et ensuite, tenter effectivement d'interpeller les politiques à l'échelle locale, régionale, voire nationale, pour dire ben, la coupe rase est un problème, il faut que l'on en discute dans des sphères de décision politique. L'avant-dernière étape étant, in fine, de produire de nouveaux référentiels, de nouvelles normes visant à changer la pratique, à dire ben ça se faisait, désormais ça ne se fera plus, ou ça se fera autrement. Et puis à la fin, une clôture lorsque tout le monde est d'accord sur le référentiel qu'on définit ensemble. Alors ça, c'est la construction du problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face, vous avez forcément aussi des gens à qui, ou d'autres groupes à qui la mise en œuvre la mise à l'agenda de la question ne convient pas forcément et qui vont mettre toute une stratégie de déconstruction ou de délégitimation de la question.
Ils vont douter des données, ils vont délégitimer les arguments des entrepreneurs de cause en disant tout cela n'est pas sérieux ou bien relève de l'émotion. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Alors que nous avons une approche rationnelle, plus objective et donc plus légitime. Ils vont piloter l'agenda dans des cercles restreints de façon à éviter que des participants du groupe opposé viennent discuter de comment sont rédigés les référentiels. Et ils vont alors au mieux relégitimer les normes existantes, éventuellement changer de manière anecdotique, on va dire, certains référentiels. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui, ça c'est un peu la façon d'inscrire un problème ou pas à l'agenda politique. Est-ce qu'on a aujourd'hui un renouveau des conflictualités en forêt? Est-ce que c'est la première image, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, nous sommes des entrepreneurs du vivant et nous préparons l'avenir, ou bien est-ce qu'au contraire, tout va vraiment très mal et la question des coups bras est un problème central aujourd'hui dans la foresterie en France de façon générale. Alors la question est assez... la réponse n'est pas forcément si évidente que ça. Si on pose la question aux propriétaires forestiers, quand on leur demande est-ce que vous avez des problèmes, notamment avec d'autres acteurs de la forêt, 86% des propriétaires forestiers en 2012, et c'est peut-être intéressant de voir que c'était en 2012, disaient on n'a absolument aucun problème aujourd'hui. En général, les relations avec les usagers sont relativement apaisées. Il n'y a que 3 à 4% des propriétaires forestiers qui disent qu'ils ont de vrais problèmes avec d'autres usagers. Les enquêtes d'opinion aussi sont plutôt rassurantes. Ici, c'est les enquêtes faites par l'ONF, les enquêtes forêt-société faites depuis une dizaine d'années. Lorsqu'on pose la question à un groupe représentatif de Français, à quoi vous pensez quand on coupe des arbres, les réponses sont mitigées. Vous avez 35% qui disent on entretient la forêt, ça n'a pas l'air de poser problème, et environ une trentaine de pourcents qui disent oui, ça pose problème, on détruit la forêt. On voit bien le paradoxe qui a été déjà soulevé tout à l'heure. Couper du bois, c'est bien parce que c'est un matériau écologique et on a le droit de couper des arbres, entre guillemets, ou en tout cas c'est tout à fait légitime puisque c'est un matériau. Voilà, donc les enquêtes d'opinion nous montrent aussi une espèce d'ambivalence sur la question des coups bras. Oui, on peut, mais en même temps, ça peut poser problème. Donc nous, on a essayé d'objectiver justement ces mobilisations autour des coups bras en regardant du côté des pétitions en ligne, essayer de voir combien on avait de pétitions en ligne en France aujourd'hui, enfin entre 2015 et 2021. Et je précise 2015 aussi, par rapport à 2012, c'est sans doute important. On voit effectivement qu'on a, alors je ne sais plus, je crois que c'est 180 pétitions sur la période autour des coups bras. Alors, il faut être honnête, si on enlève les coups bras liés à l'installation de projets éoliens, de photovoltaïque ou d'urbanisation, on tombe sur à peu près 70 pétitions qui ont vraiment pour trait de dénoncer la coupe rase en fin de cycle sylvicole. Alors, ce qui est intéressant, si on la compare à la carte précédente, c'est qu'on voit aussi que malgré tout, ce sont des pétitions qui recueillent un très grand nombre de signatures et qui sont aussi territorialisées dans certaines régions françaises. On retrouve le Morvan, on retrouve l'Ardèche, la Drôme, et puis toute la région Piémont pyrénéen et banlieue de Toulouse notamment, et la région parisienne forcément également. Ce sont 4 centres de contestation relativement importantes. On a fait une deuxième étude, c'est essayer de voir dans la mise en visibilité de la problématique des coups bras, de regarder dans la presse quotidienne régionale et nationale l'évolution des articles traitant de la question des coups bras. Et on voit à partir de 2015-2016 une véritable augmentation très significative du nombre d'articles publiés par an sur cette question des coups bras. Et on est en 2021 à 700. Alors, il faudra reviser les chiffres, puisque là, il y a quelques doublons qu'il faudra que j'enlève. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est l'allure de la pente. Voilà, une très forte augmentation des articles dans la presse régionale.
Alors la question qu'on peut se poser, et c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas toujours des articles à charge. C'est-à-dire qu'on a une représentation relativement balancée et équilibrée des avis et de la présentation des controverses sur les coupes rases dans les articles de journaux. Il peut y avoir des articles à charge, il y a aussi des articles où les forestiers ont la parole et se défendent, et il y a plus des 2/3 des articles dans lesquels la parole est donnée aux deux camps. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, les journalistes font relativement bien leur travail. Lorsqu'on regarde la distribution de ces articles, on retrouve la même chose que pour les pétitions, avec peut-être un nouveau terrain d'étude qui semble se dégager également, qui est la région Limousin. Limousin, Morvan, région parisienne, alors que là, pour le coup, la Drôme et l'Ardèche ont un peu disparu en termes d'articles dans la presse quotidienne régionale notamment. Mais ce qui est intéressant aussi à retenir dans la carte, c'est que pratiquement partout en France, vous avez des collectifs qui s'interrogent sur la question des coupes rases. Alors, les motifs de contestation, on les connaît, hein, ce qui est relativement dénoncé de façon récurrente, c'est la coupe rase elle-même, mais c'est aussi ce qui va suivre, c'est-à-dire la façon de ce que l'on va mettre après la coupe rase, et c'est souvent l'enracinement qui est interrogé dans ce cas-là, l'atteinte à la biodiversité, énormément de questions aussi sur les méthodes de sylviculture, et notamment l'utilisation de la mécanisation et la présence d'engins lourds dans les parcelles. Ce qui là aussi mériterait sans doute une certaine pédagogie, de savoir pourquoi aujourd'hui on fait appel à cette mécanisation. La question du bois énergie, dont on pensait qu'elle allait être passée comme une lettre à la poste, en se disant on a une énergie renouvelable, une énergie verte, finalement ça devrait faire consensus. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une lecture beaucoup plus critique et plus réflexive de finalement c'est une énergie qui va de soi. Et ça se voit pas mal dans les articles. Beaucoup de questions également autour du nouveau management public de l'ONF et du fait que voilà, on a une institution en crise depuis plusieurs années. Et puis beaucoup de questions également sur la possibilité ou pas pour les citoyens de participer, ou en tout cas le souhait exprimé, de vouloir participer à la prise de décision en forêt. Là où on peut se dire que cette campagne de mobilisation, qui n'est pas forcément complètement organisée, hein, c'est un réseau relativement fluide d'organisation, plus ou moins interconnecté, mais ce n'est pas, ce n'est pas forcément quelque chose hyper structuré, même si ça tend de plus en plus à le faire, autour notamment de rencontres nationales pour interroger les pratiques forestières. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a porté ses fruits, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une mise à l'agenda politique. Il y a eu quand même 2 commissions parlementaires spécifiquement axées sur la question des coupes rases, même une proposition de loi qui a été portée par Mathilde Panot, c'est-à-dire par le 2e groupe parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas dit que la question ne revienne pas, d'ailleurs. Et puis même certains SRGS aujourd'hui qui posent la question de savoir s'ils introduisent ou pas un seuil de limite de coupe rase. Alors pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui cette espèce d'emballement et pourquoi ça marche, pourquoi ça fait écho? Parce qu'on peut faire une campagne de mobilisation, si en face il n'y a pas entre guillemets des oreilles et des cerveaux prêts à entendre ces messages-là et ces contestations, ça fait un flop. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, les messages portent, les messages sont entendus. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été présenté tout à l'heure par Christine, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une écologisation de la société qui paraissait anecdotique dans les années 70, et c'est sans doute pour ça que les mouvements de l'époque n'ont pas eu le succès, ou en tout cas notamment au niveau des politiques publiques, un succès relativement limité, alors qu'aujourd'hui, ils sont en position de force. C'est que quelque part, la société aussi a suivi. Elle s'est écologisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle question de production économique, par exemple, forcément va être vue sous l'aune de son impact environnemental. On est aussi passé d'une forêt qui était menaçante autrefois à une forêt qui est menacée aujourd'hui. Cette écologisation, elle a été institutionnalisée à travers tout un nombre de textes réglementaires, de stratégies,
Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans les faits et qui en plus a été renforcé par la question du changement climatique, qui apparaît aujourd'hui comme l'affaire du siècle, donc qui là aussi va très certainement peser extrêmement lourd dans la façon de regarder ce qui se passe en forêt sur la manière de faire de la sylviculture. La question qu'on peut se poser également, et ça c'est sans doute un point dur également, c'est qu'on a espéré pendant des années, les années notamment 2000, 2010, pouvoir ménager entre guillemets la chèvre et le chou en disant au début, dans les années 70, l'environnement c'était un problème, c'était une contrainte. Et puis, un certain nombre d'intellectuels notamment ont dit, mais finalement, on pourrait aussi profiter de l'environnement pour en faire un axe de développement économique. C'est ce qu'on appelle la modernisation écologique, c'est-à-dire que l'environnement peut être aussi un moyen de faire de l'économie. C'est ce qu'on va appeler la bioéconomie, c'est ce qu'on va appeler aussi la transition énergétique ou écologique pour certains, et ce qu'on appelle de façon plus générale une espèce de réformisme, un réformisme environnemental. Le problème, c'est qu'en face, on a aussi d'autres personnes qui disent non, la question climatique et la question environnementale aujourd'hui est tellement forte et tellement grave qu'on ne peut pas se contenter de faire des réformes, mais il faut des transformations beaucoup plus radicales. Ce n'est pas des actions correctrices qu'il faut, mais transformatrices. Ce n'est pas une crise standard, hein, on attend 10 ans et puis ça va passer. Ce qu'il faut, c'est carrément un bouleversement du capitalisme, c'est une crise du capitalisme. Et c'est pour ça aussi que l'on a très probablement toute cette rhétorique autour de la question de la malforestation qui remet en fait en cause radicalement la façon de faire de la sylviculture, mais aussi son inscription dans le capitalisme de façon plus générale. Et là où ça va être difficile sans doute de trouver des points d'accord, c'est qu'on attaque des socles de valeurs extrêmement forts. Le deuxième facteur qui peut expliquer également cette résurgence des conflits, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est qu'on a des socialisations, c'est-à-dire des façons d'être formés, éduqués à la forêt, très très différenciées aujourd'hui et plurielles. Elles coexistent, elles sont plus une. Autant autrefois dans les sociétés rurales, vous étiez socialisés dans une communauté qui pensait quasiment dont tous les membres pensaient quasiment la même chose, et vous aviez du mal à l'époque à vous extraire de ces normes-là. Aujourd'hui, les lieux de socialisation, et notamment à la socialisation à la forêt, sont extrêmement éclatés. Ils sont de plus en plus urbains, et ça a une conséquence plusieurs conséquences. C'est que d'abord, les individus ne se soumettent pas aux normes qu'on veuille leur imposer, mais ils vont s'accorder sur d'autres types de normes développées dans d'autres cercles de discussion, par exemple. Ça veut dire aussi qu'ils sont plus perméables aux influences hors forêt et hors zone rurale, ce qui explique également que des citadins peuvent venir avec des représentations de la forêt extrêmement différentes de celles des ruraux. Mais je ne voudrais pas non plus limiter ça à un clivage rural-urbain. C'est-à-dire qu'on a aussi des nouveaux propriétaires forestiers qui ne sont pas socialisés à la forêt comme l'ont été leurs parents ou leurs grands-parents. Hein, ils sont de plus en plus sur Internet pour s'informer. Ils s'aperçoivent qu'il y a des modes de sylviculture alternatifs dont on ne leur a pas forcément parlé, qui peuvent correspondre un peu plus à leurs attentes. Donc, au sein même des propriétaires forestiers, on a aussi des modes de socialisation extrêmement différenciés. Le troisième point qui, moi, me semble également expliquer en partie cette question des conflits, c'est l'histoire de la gouvernance. On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu. Dans pas mal de champs de la décision, on invite de plus en plus les salariés, des associations, des groupes, des syndicats, à venir discuter, participer et négocier ce qui se fait autour d'un thème donné. En forêt, ça n'a pas souvent été le cas, où ça a été acquis de longues luttes depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc on est passé petit à petit d'un gouvernement centré sur les forestiers, c'est les seuls qui avaient le monopole de la décision, à une gouvernance de plus en plus multi-acteurs.
Sauf qu'on peut se demander si ça a été tout à fait au bout de ce processus-là. La deuxième chose également, c'est qu'on a vu de nouveaux acteurs intervenir dans les processus de décision. Alors d'une part, des acteurs au niveau européen, qui désormais, voilà, une certaine décision d'orientation stratégique forestière, par exemple, se décide au niveau de l'Europe. Et puis d'autres, au contraire, un rôle de plus en plus important des départements, des régions, mais aussi des collectifs de citoyens qui veulent peser sur ce qui se fait et ce qui se décide en forêt. Alors, on peut essayer de voir dans la troisième partie de mon exposé, essayer de voir les différents modes de résolution des conflits qui ont été, qui sont mis en œuvre par les différentes parties prenantes. Le premier, c'est la communication. Le problème, me semble-t-il, c'est qu'on est encore pas mal dans le modèle du déficit de connaissance. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que le citoyen, ce qui n'est pas complètement faux, hein, est un profane qui ne connaît pas grand-chose à la forêt et qu'il faut éduquer. Donc il y a un émetteur, un récepteur, on lui envoie un message et puis on suppose que cela va suffire à lui faire changer d'opinion. Christine vous a montré tout à l'heure que les représentations, elles sont ancrées depuis la plus tendre enfance, qu'il y a un cœur de représentation extrêmement bien ancré dans la tête des gens depuis très longtemps et qu'il y a des représentations périphériques qui peuvent évoluer. Alors, la communication balistique, elle peut effectivement être un peu efficace sur cette périphérie des représentations. Mais pour toucher au cœur, c'est largement insuffisant. Et il ne suffit pas de choisir des éléments de langage, comme notamment le font aujourd'hui certaines institutions forestières qui disent on ne parle pas de coupe rase, on parle de coupe d'exploitation, voire de renouvellement. Je pense que ça ne suffit pas. C'est une façon d'édulcorer, d'euphémiser la coupe rase, mais ça ne va pas faire illusion très longtemps. On va peut-être améliorer le marketing social de certains modes de sylviculture ou de cette pratique-là, mais ça sera probablement pas suffisant. Ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, qu'il ne faut pas faire d'éducation et d'information. Hein. On peut le faire, mais d'après moi, ça va simplement améliorer de façon marginale les connaissances et pas changer fondamentalement les représentations. Pour ça, il faut vraiment beaucoup plus de temps. C'est ce que disait une collègue, notamment de Christine Farcy. Il faut probablement des formats longs, des formats beaucoup plus informatifs que persuasifs, qui poussent les individus à la réflexion et à la critique, c'est-à-dire vraiment leur donner les outils de s'engager dans un dialogue équilibré et ne pas avoir peur de la contradiction et d'informer les gens, de leur donner les clés pour décrire, mais aussi éventuellement pour critiquer ce qui se fait en forêt. Moi j'ai peur également, alors ça on pourra en revenir peut-être au niveau des questions, des communications un peu rapides du genre on a une coupe sanitaire, donc la coupe est justifiée et on peut se permettre de tout raser sur 10, 20, 30, 50 hectares. Je sais qu'en Allemagne ça n'a pas marché. C'est un argument qui n'a pas fonctionné et il a fallu aller beaucoup plus dans le détail que simplement justifier ça au nom de la coupe sanitaire pour dire pourquoi on était obligé de passer par cette étape-là. Il y a aussi la notion d'acceptabilité, donc on l'a vu tout à l'heure aussi également avec Christine. Chez nous, sociologues, on considère que c'est une notion un peu embarrassante, puisque c'est souvent considéré comme l'art de faire avaler la pilule, de forcer l'adhésion et le consentement. Et il y a une forme d'acceptabilité qui, à la limite du point de vue du sociologue, pourrait être beaucoup plus intéressant, c'est la façon dont les Canadiens l'entrevoient. Ils le voient comme un processus d'évaluation. Le mot est important, d'évaluation politique d'un projet socio-technique. C'est-à-dire qu'on met les gens, une pluralité d'acteurs autour du projet et on va évaluer le projet. Ce n'est pas le faire accepter, c'est le faire évaluer. Ça veut dire qu'on va se construire progressivement des arrangements et des règles institutionnelles reconnues comme légitimes pour pouvoir discuter du problème, et puis de dégager finalement une vision cohérente du territoire ou du modèle de développement privilégié par les acteurs concernés. Dans ce cas-là, la notion d'acceptabilité n'est pas de problème. La question, ça veut dire donc que finalement, ça revient à la question de la concertation. Si on met en place des processus de concertation, comment est-ce qu'on s'y prend et est-ce que ça peut améliorer effectivement l'interconnexion et l'interconnaissance avec des différents publics? Oui, à condition d'arriver à des niveaux
minimum N5, voire N6 dans l'échelle de Arnstein. Hein, c'est quelque chose qui est très connu et qui date un peu, mais qui fonctionne encore. Il faut effectivement que les parties prenantes aient une véritable possibilité de que leur avis soit écouté et puis qu'ils interviennent vraiment dans la co-construction de la décision. Je ne parle pas de délégation partielle des pouvoirs parce que dans beaucoup de cas, on n'en est quand même pas là. Ça veut dire aussi que dans ces processus de concertation, va se poser très vite la question de qui est convié, qui est exclu. Moi, sur la question des coups de bras, on m'a dit clairement, hein, et y compris dans notre expertise, on nous a dit on ne veut pas voir certaines associations. Ce sont des ayatollahs, ce sont des extrémistes, il est impossible de parler avec eux. Donc vous voyez même qu'à une échelle nationale, cette question de qui est légitime et qui on invite dans un processus de concertation, il ne va pas forcément de soi. Ensuite, se poser évidemment quelle est la définition du problème, parce qu'on s'est aperçu qu'autour de Koubraz, en fait, relevait beaucoup de cas et de types d'opérations syndicales relativement différentes. Et puis surtout, est-ce qu'on a des concessions et des alternatives qui sont possibles? Si on crée des arrêts de discussion, mais on sait qu'à la fin, de toute façon, on changera que les choses à la marge, c'est perdre son temps de part et d'autre. Alors là, Philippe, il faut conclure, s'il vous plaît. Oui, il faut conclure. Alors, ça tombe bien, je crois que c'est l'avant-dernière. Simplement ici, une façon de faire participer les gens de processus de concertation plus ou moins aboutis, les solutions vertes étant en général celles qui sont les meilleures façons de mener la concertation, éviter le forçage, c'est-à-dire qu'on est dans pas mal de cas, il y a un problème, donc on a la solution. Moi, je suis très surpris sur la question des coups de bras de voir notamment une espèce de couplage automatique qui est fait par les forestiers, de dire ce n'est qu'une étape du problème sylvicole, ne vous inquiétez pas, c'est immédiatement suivi d'un reboisement. Or, justement, c'est là qu'il est le problème, c'est que ce couplage-là, il ne fonctionne pas, il ne va pas de soi pour tout le monde. Si j'avais peut-être aussi une troisième piste à proposer, c'est de faire vraiment évoluer les pratiques sur le fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter d'édulcorer, de féminiser la question, et il faut s'attaquer au problème sur le fond. Sur la question des coups de bras, on peut s'interroger effectivement, est-ce qu'il faut introduire des seuils de coups de bras ou pas. Moi, je crois qu'on a aussi du côté des forestiers quand même une révolution qui est en train de se faire, et qu'ils ont petit à petit internalisé les enjeux environnementaux. Qui comprennent les contextes dans lesquels aujourd'hui ils évoluent, qu'ils adoptent même certains codes sociaux et qui sont assez vigilants à ne pas être aujourd'hui montrés du doigt et accusés de négligence environnementale. Et qu'on peut même trouver certains forestiers qui revendiquent d'être à l'avant-garde d'une sylviculture de transition et qui disent oui, ces questions environnementales, ces questions de coups de bras, on peut tout à fait les prendre en charge et mettre en place des mesures qui satisfassent en partie le public, mais qui conviennent aussi et permettent aussi d'avoir une sylviculture qui reste rentable. Donc, je ne suis pas forcément complètement pessimiste sur la possibilité d'arriver à un consensus, mais ça passera aussi très certainement par des changements de pratique. Et pas simplement par de l'éducation ou de l'information. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci pour cette introduction qui reprend bien les objectifs du propos. Alors pour redire un mot, alors il y en a un certain nombre d'entre vous que je connais déjà, avec qui on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, notamment ici à Cap Rural ou ailleurs. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur en géographie à AgroParisTech sur le centre de Nancy, donc sur des objets forestiers. Mais moi, je m'intéresse plus particulièrement aux questions de filière, aux questions de développement territorial en lien avec la forêt. Et il s'avère que cette question des communs ou des biens communs, elle est très fortement liée à ces deux aspects, en plus d'être assez fortement d'actualité en ce moment, comme ça vient d'être souligné. Alors, j'ai pris au mot la consigne qui m'avait été donnée, d'essayer de défricher un petit peu et de présenter ce que pouvait recouvrir un petit peu cette
cette approche ou ces termes de commun, de bien commun qui parfois ne sont pas très explicitement définis, si bien qu'on s'y perd assez rapidement et que ça peut donner naissance à un certain nombre de débats parfois animés, et notamment dans le monde forestier, on le voit au cours des derniers mois. Vous êtes certainement tombé sur des débats de ce type. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, là, dans un premier temps, c'est de revenir un peu sur cette question de la définition des communs et des biens communs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire en forêt? Comment est-ce qu'ils ont été définis en tant qu'outils d'analyse, clé de lecture de la réalité, des modes d'organisation qu'on va pouvoir observer sur le terrain, en particulier en forêt. Donc, je vous propose plutôt une approche un petit peu historique de la manière dont ça s'est construit, de ce qu'il en reste aujourd'hui, de la manière dont ça a été appréhendé plutôt par les économistes, puisque c'est eux qui ont très largement mobilisé ce concept, et ensuite de voir quelle actualité ça recoupe par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, notamment dans le monde forestier. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu des portes, des pistes de réflexion, et de pouvoir les approfondir par la suite. Alors, ce que j'aime bien faire quand on pose une question sur un sujet en particulier, spécialement sur un sujet d'actualité, c'est de regarder si ce sujet il est si nouveau, il est enfin, d'actualité, c'est certain, mais s'il a fait irruption récemment uniquement dans les scènes politiques et des débats. Et il s'avère que la question des communs et des biens communs hante les débats forestiers depuis un certain temps déjà. Et d'ailleurs, j'aime bien reprendre des écrits un petit peu anciens qu'on retrouve par exemple dans des revues comme la Revue forestière française. Quand on replonge quelques décennies en arrière, on se rend compte qu'un certain nombre des problèmes qui sont aujourd'hui très largement mis sur la table sont en fait soit anciens, soit reviennent de manière cyclique et viennent nous interroger un petit peu de la même manière. Donc là, j'étais tombé sur un texte qui, en particulier, ça m'a fait sourire, revient sur cette problématique de l'enracinement, notamment dans les parcs régionaux, qui doit parler certainement à un certain nombre d'entre vous, avec cette question difficile de trouver une balance finalement entre l'activité économique permise par ces systèmes productifs forestiers, notamment de production spécifique, et des questions plus paysagères ou d'inclusion sociale. Mais on le voit à la fin, parmi les enjeux qui sont évoqués, et notamment face à ces questions-là, se pose la question, comme c'est écrit ici, de prendre en compte les aspects du bien collectif, du patrimoine, de la ressource naturelle renouvelable attachée aux forêts. Et finalement, c'est pas un jargon aussi nouveau que ça. Et d'ailleurs, on va le voir historiquement, cette question des biens communs et des communaux est très très ancienne. Ce qui va par contre nous interroger, c'est pourquoi est-ce qu'elle revient sur le devant de la scène, pourquoi est-ce qu'elle revient dans l'actualité, et qu'est-ce que ça dit aujourd'hui des attentes à la fois des forestiers, mais aussi des citoyens, des associations, et de leur volonté de s'impliquer. On en parlait justement après l'intervention de Christine Farcy ce matin. Alors je ne vais pas revenir longuement sur un certain nombre de débats ou de détails que vous avez vus d'ailleurs ce matin aussi avec Philippe Defic sur les conflits qui aujourd'hui sont de plus en plus présents dans le monde forestier, l'opprobre qui est jeté sur un certain nombre de forestiers ou de pratiques, avec parfois des situations très tendues qu'on va observer dans certains territoires. Alors pas que des territoires de forêts récentes, comme le Massif central par exemple, même si c'est là où c'est le plus prononcé, mais également de plus en plus dans toutes les régions en fait, où les forestiers vont être mis face à ce que la société civile ou les associations environnementales vont estimer relever de leurs responsabilités, et ce qui va générer un certain nombre de débats, de questions, parfois virulentes, qui vont vraiment interroger le dialogue entre forestiers et société, même si on a vu aussi ce matin que c'était pas forcément cette entrée catégorielle qu'il fallait forcément retenir pour lire ces problématiques-là. Et parmi ces débats parfois un petit peu houleux, souvent on revient à la question de la forêt bien commun ou la forêt non bien commun, justement, forêt bien privée, sur laquelle eh bien, des personnes extérieures ou non propriétaires n'auraient finalement pas de vocation à porter un jugement ou à intervenir. Alors on le voit, le bien commun, c'est un mot qui est repris notamment par un certain nombre de syndicats pour la défense, alors en l'occurrence de l'ONF, c'est l'exemple que je vous ai mis sur
sur la gauche, avec par exemple le SNUPFEN qui est très fortement relais de ces thématiques-là, mais également de la communication institutionnelle de l'ONF elle-même. Je trouvais que le parallèle était intéressant avec justement une campagne de communication de l'ONF qui fait valoir la forêt comme un bien commun dont l'ONF aurait la responsabilité de la préservation et de la valorisation. Donc finalement un argument qui joue ici dans les deux sens. Et puis d'autre part, ces questions qui là aussi ont donné lieu à certains écrits ou prises de position entre forestiers, non forestiers, privés ou non. Est-ce que la forêt doit être considérée comme un bien commun et non comme une entreprise? Alors c'est plutôt le parti pris d'un certain nombre d'associations ou de médias environnementaux. Par exemple, je vous ai mis un exemple de reporter ici, ou une réponse qui avait été formulée ici par quelqu'un qui était à l'époque directrice d'une interprofession régionale sur le fait que non, la forêt n'est pas un bien commun, puisque la totalité des forêts en France relèvent du régime de la propriété privée, et que en ce sens, elles étaient régies par ces lois, et que tout le monde n'avait pas vocation à s'exprimer sur ce qui était fait. Alors je vous propose de revenir un petit peu historiquement sur comment cette question des communs forestiers s'est constituée en Europe, plus particulièrement en France, pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui et finalement comment justement ces restes peuvent être aussi réappropriés par un certain nombre d'acteurs pour les réadapter aux conditions du moment. Alors on peut retracer l'histoire des communs à une période très ancienne, puisqu'on avait déjà une réflexion, une philosophie des communs, des biens communs ou des biens publics qui s'était développée déjà dans la Grèce antique, beaucoup également à la période de l'Empire romain. Mais ce qui nous reste finalement, ce qui est le plus marqué, en tout cas les paysages forestiers, ça va être les communs ou les communaux médiévaux qui ont très longtemps structuré l'accès à la forêt, l'usage des forêts en France et en Europe de l'Ouest en général. Alors on va faire un saut dans le temps, mais ces communs ont longtemps été finalement les zones qui étaient hors des villes, hors des villages, et qui étaient finalement sans propriétaire désigné, et donc qui appartenaient à une communauté, soit une communauté villageoise, qui avait un certain nombre de droits, un faisceau de droits sur ces espaces, afin de retirer un certain nombre de bénéfices ou de moyens de subsistance pour assurer sa survie et la production, soit de matériaux, soit pour l'élevage du bétail, ce genre de choses par exemple. Donc au départ, c'est vraiment des droits d'usage qui vont exister, qui vont être à la fois individuels et collectifs, c'est-à-dire que chaque paysan aura droit à un montant, en l'occurrence c'était pas quantifié, mais aura droit à titre individuel, par exemple, à aller s'approvisionner en bois ou à faire paître son troupeau. Mais ce droit, il est également partagé par la collectivité, par le village, qui assure à la fois la pérennité, l'entretien de ces espaces qui, encore une fois, ne sont la propriété de personne et qui se situent en dehors des zones habitées. Donc des droits collectifs sur les communaux, donc notamment les forêts, mais également d'autres espaces comme les pâturages par exemple, qui d'ailleurs dans certaines régions ont un petit peu perduré, et qui finalement, comme je le disais, n'appartiennent à personne, mais qui sont tout de même au niveau de la gestion de la responsabilité de ce qu'on pourrait appeler des associations finalement de gestionnaires, qu'on appelle alors des consortages, et qui sont des collectifs constitués pour l'entretien, la gestion et l'usufruit, donc des structures qui vont être créées. C'était par exemple très fortement le cas sur les canaux d'irrigation. Alors on trouve encore des exemples assez parlants dans les Alpes, mais aussi les alpages. Et donc des consortages qui assuraient la pérennité de cette ressource qui était fournie, son entretien également, et tout ça de manière collective sans dispositif coercitif par-dessus ou légal qui venait restreindre par exemple l'utilisation qui en était faite. Donc tout ça a été régulé au niveau de la communauté. C'est un principe qui a été renforcé notamment en Angleterre au XIIIe siècle, à partir de 1215, avec un document qu'on évoque assez rarement et qui pourtant à ce niveau-là relève
témoigne d'une importance particulière des forêts pour la structure sociale et de production de ces sociétés médiévales. C'était la Carta Foresta, donc la charte forestière qui avait été mise en place par Henri III, donc en Angleterre à l'époque, et qui stipulait très clairement que les populations, notamment villageoises et notamment les plus pauvres, avaient un droit d'accès qui était intemporel et très formellement reconnu à ces forêts et aux produits forestiers, mais également aux autres espaces qu'on va retrouver en forêt, comme par exemple les eaux courantes pour la construction de moulins ou les mares. Et c'était des espaces dans lesquels les populations villageoises, notamment les plus déshéritées, étaient censées pouvoir trouver tous les moyens qui permettaient de subvenir à leurs besoins et donc finalement aussi d'acheter une forme de paix sociale, tout en garantissant un certain partage des ressources. Alors, ce qui s'est passé un petit peu après, c'est que les choses ont assez largement évolué à partir du 15, du 16e siècle, avec ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, ce qui a commencé à sonner un petit peu la fin des communs tels qu'ils étaient appréhendés jusqu'ici. Alors, c'est un mouvement progressif, voilà, comme je le dis, à partir du 16e, 15e siècle. On a eu un changement de statut de ces terres pour des raisons de grande précarité suite à la guerre de 100 ans, notamment en France et en Angleterre, et qui a contraint un certain nombre de paysans justement à contractualiser avec les seigneurs locaux, moyennant des allègements de dettes ou de cens ou d'ajustements sur les impôts, et qui ont progressivement conduit à redonner la propriété de ces espaces qui étaient des communs finalement aux seigneurs, et donc à les retirer à la gestion unique des paysans donc, qui géraient les communaux jusqu'à l'époque. Et puis on a eu une période un petit peu plus tard, à partir du XVIIIe siècle, avec une influence de philosophie économique très forte, qui était celle des physiocrates, qui étaient, comme on les appelle souvent, les premiers économistes de l'histoire, mais qui étaient très penchés sur le versant libéral de la chose, et qui proposaient ou mettaient en avant une doctrine, une idéologie, selon laquelle le développement ne se ferait que par la liberté totale d'entreprendre. Alors on ne disait pas forcément les choses comme ça à l'époque, mais l'idée c'était de prôner un retrait fort, soit de structures similaires à l'État. Moi, à l'époque, on était plutôt sur des structures monarchiques, mais l'idée était de dire que le développement se ferait par la possibilité, notamment laissée aux bourgeois de s'enrichir, de se développer, tout en mettant en valeur un certain nombre de terres. Sauf que les communaux apparaissaient comme un frein finalement à ce développement, puisque la propriété n'était pas allouée à une personne en particulier, et ont donc été considérés assez rapidement comme un obstacle au développement. En France, on a eu un petit peu la même chose, hein, avec une période libérale dans les mêmes veines, qui s'est traduite par le triomphe de ce qu'on a appelé ensuite l'idéologie propriétaire, qui a été notamment consacrée par le Code civil à partir de 1804, et notamment ces articles qui définissent la propriété, donc qui est au cœur du sujet. Et c'est à ce moment-là que la propriété va devenir l'élément, si vous voulez, central du rapport à la terre pour les populations. La propriété va devenir absolue, telle que définie dans le Code civil, avec l'usus, fructus, abusus, c'est-à-dire la possibilité de jouir des fruits de l'état matériel, mais également de pouvoir en jouir de la manière la plus absolue, c'est-à-dire également par la destruction de l'objet ou de ces terres-là. Et donc l'intérêt général qui prévalait à l'époque des communaux, c'est-à-dire la mise en valeur par la collectivité, elle a été complètement perdue au profit justement de l'idéologie propriétaire qui devient alors dominante. En France et en forêt, ça s'est aussi traduit par exemple la toute-puissance à une certaine époque de l'administration des eaux et forêts, et la vision très négative que pouvaient avoir l'État et l'administration de ces communs forestiers qu'elle a tenté par de nombreux moyens de faire disparaître, notamment parce que on considérait que les populations locales n'étaient pas en mesure de mettre en valeur comme il se devait ces espaces-là, et que l'autorité de l'État devait être réaffirmée. Donc la forêt devient à ce moment-là
soit un bien public, donc plutôt au sens forêt domaniale, et c'est là que vont se constituer les grands domaines forestiers de l'État, soit un bien privé, mais que dans tous les cas, cette structure intermédiaire qui prévalait jusqu'ici de commun, c'est-à-dire assez peu définie finalement sur le versant de la propriété ou de la gestion, n'avait plus sa place dans le contexte moderne. Et donc il fallait se méfier de ces structures, de ces organisations, et qu'il fallait les faire disparaître. Alors ça a très fortement fonctionné, hein, puisque la plupart de ces structures ont disparu. Énormément de forêts ont été privatisées ou nationalisées, notamment dans le contexte post-révolutionnaire. Mais il en a subsisté un certain nombre. Et à la fin des années 90, on estimait qu'encore à peu près 10% du territoire était relevé d'un ancien régime lié aux communaux, alors que ce soit forêt, que ce soit pâture, que ce soit cours d'eau, système d'irrigation, donc c'est assez varié dans les formes que ça peut prendre. Mais donc des structures qui n'ont pas totalement disparu quand même, et qu'on va retrouver encore aujourd'hui, avec par exemple les forêts sectionnelles qui en sont l'héritier, mais sur lesquelles on va revenir juste après. Alors ça, c'est pour le petit point historique. Et finalement, ce sont plutôt les économistes qui sont attelés réellement à la question de la définition de ces biens communs. Et c'est dans un premier temps un économiste qui s'appelle Paul Samuelson, dont les travaux ont été repris ensuite par un autre économiste qui s'appelait Musgrave, qui ont essayé de catégoriser un petit peu les différents types de biens en fonction de deux critères, qui sont d'une part la rivalité et d'autre part l'excluabilité. Alors la rivalité, ça va définir la capacité, ou plutôt un bien va être défini comme rival à partir du moment où l'utilisation de ce bien par une personne va entraîner une capacité moindre à d'autres personnes d'en jouir par la suite. C'est-à-dire, si j'utilise cet objet, eh bien, il y en aura moins pour vous, ou inversement. L'excluabilité, c'est la capacité finalement à tenir à l'écart un certain nombre de personnes de l'utilisation ou de la propriété de ce bien, contrairement à la non-excluabilité qui là est par définition l'empêchement d'exclure un certain nombre de personnes de l'accès ou de l'utilisation de ce bien. Alors pour les biens par exemple excluables et rivaux, ça va être typiquement les biens privés, comme on va voir ici, comme cette tasse ou cet ordinateur que j'utilise pour vous parler. Je peux vous empêcher de l'utiliser, et mais en même temps, si quelqu'un d'autre l'utilise, eh bien je ne peux pas le faire. À l'inverse, on a une catégorie particulière qu'on va appeler les biens de club, où on va pouvoir exclure un certain nombre de personnes, mais dont a priori l'utilisation par certaines personnes ne va pas empêcher d'autres personnes d'y participer. Donc là, c'est par exemple les plateformes de VOD en ligne ou les bibliothèques. Le fait d'emprunter un livre ne va pas empêcher quelqu'un ensuite de le lire par la suite une fois que je l'aurai rendu, à condition bien sûr qu'il ait sa carte de bibliothèque. Et donc, forme de club qui va se constituer par des mécanismes d'exclusion plus ou moins forts. On a aussi des biens collectifs. Donc là, c'est a priori des biens non rivaux, c'est-à-dire que si je l'utilise, je ne vais pas vous empêcher d'en profiter. Par exemple, si je suis en bonne santé, voilà, ça ne vous empêche pas, ça ne vous enlève pas la possibilité d'être vous aussi en bonne santé. Ou si j'ai accès à la connaissance, par exemple en lisant un ouvrage aussi, cette connaissance n'est pas altérée par le fait que j'en fasse usage. Et la quatrième catégorie est celle qui nous intéresse le plus a priori, qui avait été définie comme non excluable, c'est-à-dire on ne peut pas empêcher complètement les tiers d'y accéder, mais le fait d'en profiter vous-même peut potentiellement réduire la qualité de ce bien pour les autres. Alors que c'est par exemple ce qu'on va voir sur la ressource halieutique. Des règles, des législations se sont superposées, mais a priori on est bien dans le cas d'un bien qui n'est pas restreint d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez aller à la pêche, mais si quelqu'un pêche tous les poissons de l'étang, eh bien, il ne restera plus pour vous. Et donc là, on est vraiment dans cette catégorie un petit peu particulière d'analyse qui a constitué une première clé d'entrée pour définir les biens communs. Alors ensuite, c'était plutôt popularisé par quelqu'un qui s'appelait Garrett Hardin et qui a notamment mis en avant un phénomène qu'il a rendu assez célèbre, qu'on a appelé la tragédie des biens communs. Donc, je sais pas, vous avez certainement entendu parler de cette question au préalable. Et donc Hardin, ce qu'il fait à l'époque, c'est qu'il théorise, en prenant l'exemple d'une pâture qui est partagée entre un certain nombre d'éleveurs, le fait que
Si cette pâture est en libre accès, c'est-à-dire que chaque éleveur peut en disposer selon son souhait, eh bien, on va inévitablement arriver à une situation d'épuisement de la ressource et donc d'érosion des sols et d'épuisement finalement de la ressource existante. Et il va faire une démonstration qui va être très largement critiquée par la suite, mais qui va souvent être prise aussi pour expliquer, notamment par des économistes plus libéraux, qu'il n'y a pas d'auto-organisation possible et que donc la régulation, pour assurer la pérennité de la ressource, y compris forestière, doit passer nécessairement par un contrôle de l'État ou par un contrôle du marché, c'est-à-dire de puissance privée et de mécanismes de régulation économique. Sauf que cette théorie, elle a été assez brillamment finalement battue en brèche par une autre économiste qui s'appelait Elinor Ostrom, qui était d'ailleurs prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux, et qui a énormément travaillé sur cette question des biens communs, et notamment ce qu'elle appelait les common pool resources, c'est-à-dire les pools communs de ressources, et à leur gestion. Et donc, elle s'est intéressée à de très nombreux cas de gestion en commun des ressources naturelles, que ce soit les canaux d'irrigation, là encore, que ce soit les forêts, y compris en Europe d'ailleurs, ou que ce soit, par exemple, les pâturages ou les alpages. Et elle a démontré que, eh bien, ce que démontrait Hardin précédemment, eh bien, ne tenait pas la route et que c'était historiquement faux et que la confrontation au terrain montrait finalement qu'il y avait une troisième voie qui existait et qui permettait de gérer ces ressources de manière plus intégrée et plus en cohérence avec l'ensemble des parties prenantes. Donc pour elle, les biens communs vont se définir non pas par uniquement, comme on l'a vu avant, par leur rivalité ou leur exclusivité, mais surtout en tant que régime institutionnel qui vont permettre de gouverner la manière dont va être gérée la ressource. C'est-à-dire que pour elle, le bien commun, ça va pas être un objet en tant que tel, c'est-à-dire que ça va pas être la forêt ou ça va être l'alpage en particulier, ça va être les structures de gouvernance que vont se donner les parties prenantes pour gérer cette ressource en commun, avec un certain nombre de règles, de contraintes qui vont partager et qui vont permettre d'assurer la durabilité de cette gestion. Et donc, elle met en avant tout un tas de dispositifs d'auto-organisation et d'auto-régulation qui vont se faire par tout un tas de droits qui vont être partagés par les différentes parties prenantes, qui vont réguler par exemple l'accès, le prélèvement, la gestion qui va en être faite, l'exclusion ou pas de certains types d'acteurs, ou l'aliénation, c'est-à-dire la possibilité de transférer les précédents droits à d'autres parties prenantes. Et donc finalement, elle explique que tout ça peut se faire en dehors du marché et en dehors du contrôle appliqué par l'État, mais de manière réfléchie, avec un collectif qui va se donner des objectifs partagés pour assurer la pérennité de cette ressource tout en permettant de la valoriser. Donc pour Ostrom, ce qui va définir justement le bien commun, c'est l'existence d'une ressource, ce que je vous mets au-dessus, d'une communauté et de règles qui vont encadrer la gestion de cette ressource par la communauté. Et donc c'est l'intersection de ces trois ensembles que je vous ai remis sur la droite qui va vraiment constituer ce qu'on va appeler le bien commun au sens ostromien. Et donc ils vont être régis par un certain nombre de règles que j'évoquais sur lesquelles ce n'est pas la peine de revenir en détail. Mais on est vraiment dans l'idée que ce n'est plus uniquement le bien qui va définir ce qu'est le commun, mais c'est les règles que vont se donner les acteurs pour le gérer. Alors pour revenir très rapidement sur la question de la propriété et du droit, c'est intéressant aussi parce qu'on revient assez régulièrement sur ces questions-là dans les débats qu'on peut lire ou qu'on peut entendre sur ces questions des communs forestiers, et avec une confusion qui est faite assez régulièrement et qui avait été faite d'ailleurs par Hardin dans sa théorie sur la tragédie des biens communs, une confusion entre le res nullius, c'est-à-dire la chose sans maître, sans propriété, qui existait donc comme catégorie dans le droit romain, la res communis, qui là va être une chose qui va être gérée en commun, donc par un collectif qui n'a pas de propriétaire, mais à la différence du res nullius, qui ne va pas pouvoir être appropriable. Donc ça, c'est vraiment une différence qui était faite à ce moment-là. C'est-à-dire que si on a un bien sans maître, on peut tout à fait avoir à un moment une personne extérieure qui vient et qui va s'approprier la chose. On considère que c'est impossible
dans le cas d'une res communis, donc d'un bien commun, parce qu'on ne peut justement pas s'approprier cet objet. Donc il n'y a pas cette dimension d'excluabilité, comme on l'a vu sur la question des biens au préalable. Et puis la res publicae, donc là la gestion de la chose publique, qui en fait était décrite à l'époque en droit romain comme étant finalement une chose commune, donc communis, qui avait été régie par les lois de la cité, informée par ces lois de la cité, et donc qui permettait à un collectif plus structuré et plus institutionnel de se pencher sur la question de la gestion de ces communs. Dans le droit français aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on n'a toujours pas justement cette référence au bien commun. On a uniquement une référence à ce qu'on va retrouver dans le Code civil qui s'appelle les choses communes et qui sont définies comme étant des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont a priori l'usage est commun à tous, tout en précisant par la suite que des lois de police vont régler la manière d'en jouir et de les valoriser. C'est-à-dire que des lois vont pouvoir être mises en place pour expliquer comment est-ce qu'il va falloir gérer ces biens qui n'appartiennent à personne mais dont tout le monde profite. Par exemple, la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Voilà, on peut avancer un petit peu. Alors pour vous donner simplement une autre entrée également en sociologie, hein, puisque les économistes, les juristes se sont intéressés à la question, mais également les sociologues, qui rejoignent d'ailleurs l'approche qu'on vient d'évoquer juste avant, qui vont plutôt caractériser les biens communs à partir des usages et de la gestion collective qui vont être faites de ces biens, là aussi fondée sur une forme de gouvernance qui va être communautaire, et donc avec l'accent qui est mis là aussi sur les formes d'organisation et les objectifs qui vont être poursuivis par le collectif, plutôt que sur le statut finalement et la propriété, comme on l'évoquait juste avant. Alors, les animations ne sont pas dans le bon ordre. Et plutôt, alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est dans quelle mesure finalement ça résonne avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce renouveau des communs qu'on a évoqué au départ et qu'on observe dans des domaines très variés. Hein. Par exemple, je vous ai mis quelques exemples sur le côté, avec des festivals qui sont organisés, des collectifs qui se constituent, des réseaux pour repenser un petit peu nos manières de concevoir le développement, et notamment le développement urbain, avec des réseaux comme Ville en bien commun ou Remix the Commons ou le Manifeste des temps communs. Donc on a vraiment un retour sur le devant de la scène de cette thématique des communs qui nous pousse à réinterroger un petit peu nos manières de faire, et surtout de nous organiser pour répondre aux questions qui se posent actuellement. Et ça se pose avec d'autant plus de force qu'aujourd'hui on est dans un contexte, c'est pas la peine de trop le détailler, on en est tous parfaitement conscients, mais de changements forts et de transitions qui apparaissent inévitables, face notamment à un certain nombre de changements, notamment climatiques, mais également sociaux, à la crise écologique et à la crise démocratique qu'on est en train de vivre actuellement, qui nous forcent finalement à repenser nos manières de faire traditionnelles. On est également, en tout cas en France, passé à un retrait progressif du rôle de l'État sur un certain nombre de questions, que ce soit sur la question de la préservation ou du développement, avec des compétences qui sont de plus en plus déléguées aux collectivités, mais également à des collectifs citoyens qui décident de s'approprier finalement ces questions-là lorsqu'elles ne trouvent plus de réponse du côté de l'État, et des aspirations à une autonomie renforcée. Alors le Covid nous a vraiment mis le nez dessus, et puis une quête de sens finalement et de justice sociale de plus en plus importante aussi. D'accord, j'accélère. Alors pour donner une autre définition finalement de ce que ça pourrait être ces biens communs, et qui je pense est beaucoup plus actuel et beaucoup plus en phase avec ce qu'on observe actuellement dans le cas forestier. On peut considérer que les communs, en tout cas dans leur dimension à la fois théorique mais surtout pratique, sont aujourd'hui devenus une notion, comme je vous le mets là, qui est investie donc de manière plurielle, pragmatique et radicale. Donc cette forme de radicalité dans la transition, c'est-à-dire changer les choses de manière systémique, de concevoir des modalités d'organisation qui proposent des alternatives au mode de gouvernance qui existait jusqu'ici et qui sont justement, qui s'inscrivent dans cette troisième voie qui revendique le fait qu'il existe une possibilité de s'organiser qui ne soit ni du ressort du marché, donc uniquement par des dynamiques économiques, ni uniquement du registre de l'État, donc par la loi, comme ça avait pu être fait jusqu'à maintenant. Et donc on a une forme finalement, si vous voulez, de glissement de ce concept depuis une sphère strictement économique vers quelque chose qui vient de beaucoup plus, qui devient de plus en plus politique,
avec une catégorie d'action, c'est ça, un levier dont vont se saisir de plus en plus les acteurs sur le terrain pour faire passer des idées, pour essayer de faire valoir des modes d'organisation différents et œuvrer à la transition dans un sens qu'ils estiment plus juste. Alors, ce qui va être intéressant, c'est surtout de prendre les exemples forestiers, mais je voulais quand même vous donner quelques éléments de définition sur ce qu'on pourrait qualifier, sur la manière dont on pourrait qualifier justement ces nouveaux biens communs, et qui transcendent un petit peu les catégories de propriété, comme on l'a évoqué par exemple auparavant. Il faut vraiment se dire qu'on est dans une autre approche et qu'il faut comprendre les choses de manière décentrée par rapport à ce que historiquement on avait l'habitude de voir. Et ces nouveaux communs, ils vont se définir à la fois par leur usage, donc, et non pas uniquement par leur nature. Donc là, on quitte le registre de la propriété. Ce sont des processus, donc ce sont des collectifs qui vont se structurer dans le temps et qui vont pouvoir évoluer en fonction des contraintes qui vont leur être appliquées. Ils vont surtout se constituer sur une base sociale et sur une forme d'association entre individus qui vont être libres, c'est-à-dire pas de manière coercitive également. Ils ne vont pas supprimer la propriété. L'idée n'est pas de dire la propriété n'existe plus et on va nationaliser, surtout pas. Il la redéfinit justement, c'est-à-dire qu'il transcende justement ce rapport à la propriété en disant qu'il y a d'autres formes d'organisation qui peuvent être plus fortes que le régime de la propriété et qui nous permettent de penser les choses ensemble. Donc finalement, ils vont vraiment constituer deux configurations complémentaires, comme le dit Weinstein, qui vont être partiellement alternatives aux formes marchandes ou de régulation publique de ce que nous proposait le capitalisme jusqu'à présent. Et donc tout ça a donné naissance à un mouvement des communs, donc on a vu notamment sur des questions urbaines, mais qui sont aussi beaucoup transposées sur les questions environnementales et qu'on voit transparaître en forêt aujourd'hui, avec des penseurs, des associations, des activistes notamment environnementaux ou des porteurs de projets qui vont se définir comme étant les défenseurs du bien commun et qui vont se construire une légitimité à travers ça pour porter un regard sur ce qui est fait en forêt, et y compris en forêt privée. Alors ça, c'est pour remettre un petit peu l'imbrication de toutes les choses. On voit bien que, je vous ai remis l'imbrication des trois types de communs pour justement bien faire la distinction entre commun, bien commun ou le commun. Donc vous pourrez bien sûr l'avoir après sans problème. L'idée, c'est de montrer qu'entre le bien commun général, c'est-à-dire universel, le mieux vivre ensemble, et les ressources gérées en commun avec des règles strictes de gestion comme c'était défini par Ostrom, on a finalement un entre-deux qu'on va appeler les communs et non plus les biens communs, et qui vont se caractériser justement par l'existence de ces collectifs qui vont porter des alternatives face au modèle qui existe actuellement. Et alors quand on regarde dans le paysage qu'on a actuellement, on voit que un certain nombre de communs historiques ont persisté, et notamment c'était le cas en Suisse par exemple, c'est encore quelque chose qui est très fort dans le canton du Valais, avec un certain nombre de communs forestiers qui sont toujours gérés par des consortages, et notamment toutes les forêts qui sont très majoritairement gérées par des bourgeoisies, donc ils ne sont pas des propriétés privées, mais qui relèvent de formes ancestrales et en l'occurrence médiévales d'organisation collective au sein des communes municipales, et qui ont permis de mettre en place des approches de la ressource forestière qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut observer par ailleurs, et qui sont toujours finalement gérées selon un régime de communaux qui a été beaucoup transformé, mais de conseils, en l'occurrence bourgeoisiaux, qui sont à l'initiative des actions qui sont prises sur ces forêts-là. Et donc, on voit que cette disparition des communs ne s'est pas faite partout, mais qu'elle a pu s'hybrider avec les nouvelles formes de gestion qu'on connaît actuellement. Alors, on n'a pas le temps de développer, malheureusement, mais c'est aussi des choses qu'on va pouvoir observer en France, avec par exemple les forêts sectionnelles, dont vous êtes certainement très familiers aussi, et qui font régulièrement parler d'elles dans la presse ou plus localement. On estime à peu près 4000 forêts de section en France, sur les 26 000 biens communs sectionnaux que compte a priori l'Hexagone. Qui étaient souvent remises en cause par différents projets de loi qui ont visé à les faire disparaître, ce qui a entraîné la création de collectifs de défense de ces biens, de ces sections de communes. Donc vous voyez peut-être comment ça fonctionne, sinon on peut y revenir également dans le temps des questions. Mais ce sont donc des sections de communes, donc des morceaux de communes, notamment des forêts, qui n'ont pas été rattachés à la commune à proprement parler, et dont a priori
l'usage historique revenait toujours aux habitants de la section. Donc ça a été souvent des hameaux, et qui ont permis de mettre en place des formes d'activité, de gestion ou de coopération, dans certains cas un petit peu différents. Ça a été par exemple très fortement utilisé dans le cas des affouages, mais ça a été aussi utilisé pour porter des projets finalement un petit peu différents de construction de collectifs pour valoriser les biens de cette commune et utiliser les profits, enfin les bénéfices issus de la valorisation de ces ressources au profit du collectif et non pas au profit de la commune, comme c'était fait auparavant. Et donc des collectifs qui continuent à fonctionner dans certaines régions de France. Alors on en trouve un certain nombre, par exemple, en Franche-Comté, on en retrouve beaucoup également dans le Massif central, par exemple dans l'Aubrac. Ça va être des structures qui n'ont pas encore disparu et qui aujourd'hui réaffirment leur droit à l'existence finalement et apporter des projets là aussi alternatifs en proposant une voie un petit peu différente. Alors, je suis désolé, c'est très rapide, mais et une troisième forme d'organisation finalement qui là aussi interroge beaucoup et qui se rapproche plutôt des actions type environnementale avec ces nouveaux communs, si on peut les qualifier comme ça, forestiers qui sont en train de se développer. Alors je vous ai remis ici la carte du groupement forestier citoyen et écologique qui était porté par le réseau des alternatives forestières, le RAF, et donc qui permet de mettre en réseau un certain nombre d'initiatives forestières qui sont portées soit par des propriétaires, soit par des propriétaires, par exemple des groupements forestiers qui souhaitent faire l'acquisition de forêts pour les gérer de manière alternative, justement, et souvent beaucoup plus en lien avec une approche forte de l'environnement ou une volonté de s'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce qui existe de manière un peu classique sur des gestions forestières un petit peu plus mainstream ou intensive. Et donc finalement, c'est une initiative qui se développe un peu partout en France depuis ces dernières années, qui sont organisées autour de collectifs qui sont assez informels, au sein desquels les individus ont resté finalement assez libres de leurs actes, être libres de rejoindre ou de s'extirper de ces collectifs. Donc on est quelque chose qui n'est pas du tout aussi formalisé que les communs comme le formalisé Ostrom, qui vont pas forcément répondre, et souvent pas d'ailleurs, des logiques de filière ou d'interprofession, hein, comme structuration de la filière actuellement, mais beaucoup plus dans des logiques de co-construction du territoire, donc avec d'autres types d'acteurs, agricoles, développement du territoire, chasseurs ou autres, et finalement qui vont proposer une forme d'organisation collective pour valoriser le territoire comme bien commun, justement en transcendant un petit peu ses limites propriétaires aussi, et en créant de nouvelles solidarités au niveau territorial. Alors c'est un petit peu sur cette thématique-là que s'était construit par exemple un certain nombre de parcs naturels régionaux à l'origine, et sur lesquels d'ailleurs continuent de porter leurs projets actuellement. Mais on voit que ces collectifs SM sont de plus en plus nombreux et constituent de plus en plus finalement une forme d'organisation alternative pour répondre, pour construire cette troisième voie qui avait été perdue jusqu'ici. Alors je voulais revenir avec vous rapidement sur un exemple de travail qu'on avait conduit sur le Haut-Languedoc, mais on ne va pas avoir le temps, on pourra y revenir. L'idée, c'était de simplement vous dire qu'on avait justement travaillé sur la manière dont émergeaient ces nouveaux communs, ce processus de mise en commun avec les acteurs. Comment est-ce qu'on fait pour construire un projet ensemble, et on avait des éléments à apporter sur éventuellement la place que les chercheurs peuvent occuper dans ce processus, mais peut-être que ça nous éloigne un petit peu. Voilà quelques exemples. Alors je suis désolé, j'ai été excessivement long par rapport au temps qui était imparti. Pour votre info, et si ça vous intéresse, je vous ai remis ici un certain nombre de références que je trouve très intéressantes pour approfondir ces questions-là, auxquelles vous pourrez bien sûr avoir accès. Et je vous propose plutôt soit de revenir sur des points en particulier, soit d'aborder d'autres questions maintenant pour laisser le temps aux échanges.